Bon, ben, je suis vraiment heureuse de passer ce moment avec vous, Béatrice et Jean-Pierre, et je me demandais si vous pouviez nous définir en quelques mots ce que c'est que la violence éducative ordinaire pour vous. Alors, je vais laisser Jean-Pierre commencer, comme ça me laissera le temps de réfléchir à ma Très réponse. bien. Alors moi, j'ai envie de dire que la violence éducative ordinaire, je l'ai d'abord rencontrée personnellement, sans savoir de quoi il s'agissait. C'est-à-dire en étant comme la plupart des enfants aujourd'hui, en imaginant que c'était normal. Voilà. Et puis, au fur et à mesure des cheminements que j'ai faits, j'ai trouvé sur mon chemin le livre d'Alice Miller qui s'appelle « C'est pour ton bien ». Et c'est à partir de la lecture de ce livre que je me suis rendu compte et que j'ai commencé à prendre conscience que ça n'était ni normal ni systématique. Voilà. Et j'ai surtout découvert en lisant ce livre d'Alice Miller qu'il était possible de se placer de manière inconditionnelle aux côtés de l'enfant, du côté de l'enfant, comme un avocat de l'enfant, et de le déresponsabiliser, de déculpabiliser de ce qui pouvait lui être arrivé dans son histoire et dans son enfance. C'est vraiment les deux éléments très importants que j'ai pu découvrir en lisant Alice Miller. Voilà. Et cette lecture a eu lieu avant que tu deviennes parent ou après? Alors, cette lecture a eu lieu après la naissance de ma première fille, juste après. Donc, elle est née en 1981. Clémence est née en 1981. Donc, j'ai lu ce livre à la fin des années 80. Je crois que c'était en 87 ou 88. Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est un petit peu au milieu des années 80. Voilà. Ok, donc on y reviendra. Et toi, Béatrice? Alors moi, je vais avoir une définition qui est moins ancrée dans le domaine de la psychologie, parce que pour moi, la violence éducative ordinaire, c'est indissociable de la société dans laquelle on vit. En fait, pour moi, c'est une émanation des rapports de domination et de force qu'il y a dans la société dans laquelle on vit, et en particulier des rapports qu'il y a entre les adultes et les enfants, donc ce qu'on appelle l'adultisme. Hein, donc cette idée que finalement, les adultes ont un certain nombre de responsabilités vis-à-vis des enfants, mais qu'il peut y avoir aussi des abus de pouvoir dans le cadre de cette responsabilité, en particulier de la responsabilité éducative, et que finalement, c'est cette déconstruction-là qu'on doit faire, un peu comme on le ferait pour le cas du sexisme et du féminisme, etc. Et ben là, il y a le même type de déconstruction à faire en termes de rapport de domination dans la société, dire finalement c'est quoi la place d'un enfant, c'est quoi le rapport entre les adultes et les enfants, et comment est-ce que finalement on peut faire en sorte de prendre soin des enfants, mais en laissant tomber cet aspect de pouvoir abusif sur l'enfant. J'ai compris que c'était très important pour toi de ne pas culpabiliser les parents qui font de leur mieux dans la grande majorité des cas. Et à la fois, je me demandais si, quand on est dans cette tendance à banaliser, à normaliser ce qu'on considère aujourd'hui quand même être de la violence, est-ce que le déclic, l'éveil ne passe pas quand même par une période de culpabilisation inévitable avant de pouvoir passer à autre chose? Ah, moi, je pense que la culpabilisation, elle est inévitable, mais ça, c'est, voilà, les parents le vivent. Quand on commence à chausser ces lunettes-là, c'est-à-dire quand on commence à regarder la société dans laquelle on vit, en comprenant que, bah voilà, les adultes se sont arrogés une place qui est un pouvoir qui est excessif vis-à-vis des enfants, c'est exactement, c'est pour ça que je fais encore la comparaison avec le sexisme, c'est quand on commence à chausser les lunettes et dire, oh là là, mais en fait, voilà quels sont les rapports de force dans la société. Évidemment, on peut plus voir le monde comme il était avant, et on peut ressentir de la culpabilité, on peut ressentir tout un tas de sentiments. Moi, j'ai pas de vocation à dire aux parents ce qu'ils doivent ressentir, et cette culpabilité-là, bah, faut l'accueillir et traverser, et voilà, et cheminer avec. C'est aussi un bon moteur. Moi, la vigilance que j'ai, c'est pas en tant que parent, c'est pas du point de vue de leur ressenti, c'est en tant que militante, en tant que journaliste qui s'intéresse à ces questions-là et qui regarde quelles sont les interventions qui sont faites, se dire
quel type d'interventions vont être les plus efficaces pour permettre aux parents de cheminer. Et effectivement, moi, je défends des interventions qui se basent pas sur une pédagogie du choc, mais une pédagogie de la déconstruction. C'est-à-dire, voilà, dire, on ressent des choses, y compris de la culpabilité, parce qu'on a fait ce travail de déconstruction, ça me paraît tout à fait normal. Dire, on ressent de la culpabilité parce que les personnes qui nous ont proposé de cheminer, en fait, ils ont utilisé cette pédagogie du choc pour au titre d'une prise de conscience. Là, moi, je questionne le type de pédagogie, je questionne le type d'intervention et je me pose la question, est-ce qu'on peut vraiment construire une société de la non-violence si finalement on intervient auprès des parents d'une manière violente, d'une manière qu'on essaye de bannir auprès des enfants? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de comportements, d'attitudes qui ne sont pas considérés habituellement par les adultes ou par les parents comme de la violence, mais qui fait partie de ces vielances ordinaires? Alors, moi, du coup, je suis pas sûre d'avoir... les deux, j'allais de toute façon demander à Oui, moi Jean-Pierre de compléter. J'avais une question. Qu'est-ce que c'est la pédagogie choc? Alors, c'est pas un terme qui est défini, hein. C'est pas ça. Ça me fait, en fait, j'utilise un peu cette expression-là parce que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec certaines personnes qui avaient pu proposer des interventions auprès des parents avec cette idée, voilà, on veut susciter une prise de conscience et qui m'expliquaient que un peu, elles avaient le sentiment que l'objectif était réussi lorsque la semaine de formation, ça avait été une claque pour les parents. Alors moi, le mot m'avait beaucoup fait bondir parce que je me suis dit, mais zut, alors on essaye de réfléchir à bannir ce genre de comportement et même en penser auprès des enfants. C'est pas possible d'essayer d'éduquer les parents si notre objectif, c'est même à titre symbolique, de leur mettre une claque, c'est pas possible. Donc moi, c'était ce genre de choses qui m'avait fait réfléchir en me disant qu'est-ce qu'on veut susciter auprès des parents. Moi, j'ai absolument pas envie de mettre des claques aux parents. Par contre, oui, comment est-ce qu'on déconstruit les rapports? Comment est-ce qu'on prend conscience de peut-être de choses qu'on faisait et puis qui finalement sont pas légitimes ou sont pas bénéfiques pour les enfants. Mais voilà, donc c'est pour ça que je parlais de choc. Alors pour moi, cette limite, en fait, ce qui sert de boussole, c'est est-ce que je me permettrais de dire cette chose ou de faire cette chose avec un ami, une amie à moi, adulte? Et sinon, pourquoi est-ce que je vais me le permettre avec un enfant? Donc, parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on entend par violence? A priori, de toute façon, que ce soit des violences physiques ou émotionnelles, c'est tout ce qui va laisser une marque, tout ce qui va blesser l'autre. À partir du moment où ça a le potentiel de blesser, c'est que c'est violent. Mais c'est vrai qu'on a tendance, encore dans nos sociétés, à se permettre de parler aux enfants d'une manière qu'on ne se permettrait jamais avec un ami, un autre ami qui serait un adulte. Donc, qu'est-ce qui bloque, Jean-Pierre, pour toi qui es le président de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, qu'est-ce qui te semble encore être un obstacle à cette prise de conscience pour les parents que la personne qu'on aime le plus au monde, on va se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas avec un autre ami beaucoup moins proche finalement, ou même avec son meilleur ami d'ailleurs? Oui, c'est une question importante et c'est assez difficile à la fois à comprendre. Et pour l'expliquer, je crois que il faut la reproduction de la violence éducative, elle est transgénérationnelle, c'est-à-dire la plupart des parents qui vont violenter leur enfant sous prétexte d'éducation, ils ont eux-mêmes été victimes de violences éducatives dans leur enfance. Et la différence qui va se produire entre ceux qui vont la reproduire et ceux qui ne la reproduiront pas, c'est la clarification qu'ils auront pu effectuer sur leur histoire personnelle, c'est-à-dire avoir pris conscience que dans leur histoire, dans leur enfance, le comportement de leurs parents, une part de l'éducation qu'ils ont reçue, elle était violente, elle leur a porté tort, elle leur a fait du mal, elle les a fait souffrir, elle a occasionné des souffrances psychiques et affectives, et qu'à partir de là, ils peuvent se repérer par rapport à cette histoire. Et donc pouvoir considérer, regarder leur histoire et leurs parents comme ayant été des parents qui se sont trompés par moment, en tout cas qui les ont fait souffrir, qui leur ont fait subir de la violence. Et à partir du moment où il y a cette prise de conscience, qui est une prise de conscience également au niveau émotionnel, je crois qu'il y a quand même ça qui est extrêmement important. C'est pour ça que c'est difficile.
c'est parce on est pris par nos émotions. Et que quand on n'a pas réussi à clarifier cette histoire, on est toujours prisonnier de ce système de reproduction de la violence qui va faire qu'avec nos enfants, on ne va pas savoir faire. On ne va pas savoir répondre aux expressions émotionnelles qu'ils vont nous manifester. On va rester, comment dire, je crois que je me souviens d'une mère qui, dans le cadre de mon travail, qui m'avait dit « mais moi, j'ai été élevée comme ça hein ». Et je trouve que c'était une façon très juste de me dire que je n'ai pas réussi à faire autrement parce que personne ne m'a aidé à faire le point, à clarifier sur ce qui m'était arrivé à moi comme petite fille et pouvoir accès à ma propre souffrance de petite fille pour pouvoir être en empathie moi-même avec mon enfant et ne pas reproduire cette violence. Il y a vraiment un phénomène autour de cette gestion enfin gestion, c'est pas un mot qui convient, mais en tout cas de clarification à la fois de notre histoire et puis de nos émotions également. Et pour toi, Béatrice, qu'est-ce qui empêche de voir, en fait, ça paraît être comme le nez au milieu de la figure, qu'on se permet des choses avec des enfants qui sont un total manque de respect, et pourtant les parents les plus aimants, parfois, ont du mal à se rendre compte de cette attitude. Qu'est-ce qui bloque pour toi ? Alors, moi, encore une fois, je pense que je vais adopter le point de vue social, dans le sens où, en fait, pour moi, ce qu'on pointe du doigt dans les violences éducatives ordinaires, et donc ce qu'on pointe du doigt dans la relation parent-enfant, c'est pas du tout quelque chose qui est propre à la relation parent-enfant. C'est-à-dire qu'on retrouve le même type d'abus, finalement, le même type de violence, lorsqu'on parle de personnes très âgées, lorsqu'on parle de personnes malades, lorsqu'on parle de personnes handicapées. En fait, à chaque fois que on se retrouve dans une situation où il y a une relation de dépendance, une personne vulnérable et une personne qui va s'en occuper et qui finalement va s'arroger un droit parce que c'est pour son bien, on sait mieux qu'elle. Ça se voit de manière terrible dans les maisons de retraite où finalement on sait mieux qu'eux, on impose, on décide à la place et puis on parle particulièrement mal. Le langage, ça va évidemment avec. Et donc pour moi, c'est vraiment une question à poser à l'échelle de la société parce que c'est la question du rapport d'entraide, du care et de la manière dont on le met en œuvre et que finalement quelle responsabilité on a quand on est la personne qui prend soin de l'autre et comment on pense l'autonomie de la personne qui est vulnérable. Et finalement, voilà, dans le cas des enfants, ça fait très très longtemps qu'ils sont dans cette position de vulnérabilité, de dépendance, de fait de par leur âge, et aussi de soumission finalement à l'ordre des adultes qui en plus, parce qu'ils sont la nouvelle génération, va s'arroger tout un droit de dire qu'est-ce qu'on veut que la nouvelle génération, par exemple, apprenne, fasse, se comporte. Voilà, moi j'aime beaucoup les écrits de Janusz Korczak au début du XXe siècle parce que il se fait vraiment l'avocat de l'enfant pour montrer à quel point un enfant n'a rien, il ne possède rien lui-même, il n'a pas le droit de vendre ses jouets, il n'a pas le droit de les casser, il a moins que n'importe quelle personne qui vivrait dans la rue et qui aurait plus d'autonomie. Donc voilà, pour moi, le questionnement et ce qui nous empêche de penser, c'est vraiment ces représentations sur la relation de soins que moi, je considère comme étant beaucoup plus large que simplement la relation parent-enfant. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de violences éducatives ordinaires qui passent encore pour des comportements normaux, acceptables, tout à fait banaux en fait? Oui, mais je crois que ce qu'il faut dire tout de même, c'est qu'en France, c'est toujours extrêmement toléré et banalisé dans la plupart des familles. Les sondages qui sont faits par les associations parlent autour de 80% de violences éducatives concernant seulement la violence physique, c'est-à-dire les fameuses fessées, les tapes, etc. Donc la violence éducative ordinaire, lorsqu'on s'intéresse aussi à la violence verbale ou psychologique, c'est très 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 important de tolérer que ça continue d'être pratiqué dans beaucoup de familles. Alors ça va, il
il y a les punitions, par exemple, les punitions, les privations, les coups. Hein, donc moi, dans le cadre de mon travail au CMPP et dans un centre médico-psychopédagogique, il y avait énormément de tensions et de manifestations de violence à l'occasion des devoirs à la maison. Hein. Ça, c'était terrible ce qui pouvait se passer, surtout pour des enfants qui avaient déjà des difficultés scolaires et qui se retrouvaient à la maison à nouveau avec des difficultés. Et donc là, il y a des enfants qui recevaient des coups de cahier sur la tête, par exemple. Il y a aussi, dans les violences psychologiques, il y a des interdictions de savoir. Il y a des secrets, par exemple. Hein. Les non-dits qui concernent la vie de l'enfant sont des choses qui sont également qui peuvent être considérées comme étant violents aussi. Hein. Il y a évidemment, mais il y a beaucoup de violences physiques aussi encore dans les familles. Hein. Voilà, les coups de pied, les tirages d'oreilles, les tirages de cheveux. Et donc, la difficulté pour que les choses évoluent, c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience également au niveau institutionnel, au niveau des responsables politiques, par exemple. Il n'y a pas rien n'est mis en place en France concernant la prévention, concernant l'information. Il n'y a rien. Voilà. Je croyais que ça avait changé depuis. Je pensais que ça avait changé depuis la loi avec des mesures. Enfin, moi, je suis de loin puisque je suis en Californie, et je pensais que des mesures d'accompagnement aux parents gratuites, justement de formation à la parentalité, avaient été mises en place. Concernant la violence éducative ordinaire, non, il n'y a rien de mis en place pour l'instant. Ok. Waouh. Ok, je parlais hier avec Catherine Dumontet-Crémer qui a ce SOS parentalité, où on peut donc appeler gratuitement pendant un quart d'heure, ce qui est formidable. Oui. Je pense qu'elle a justement besoin de soutien pour pouvoir étendre les heures. Tout ça, c'est du bénévolat. Tout à fait. Personnes qui veulent soutenir les parents. Ce sont les associations qui se chargent de faire ce travail. Mais il serait nécessaire que les pouvoirs publics prennent conscience de l'importance à pouvoir permettre que les choses évoluent. Hein. Et je crois c'est important de rappeler que la violence éducative ordinaire, c'est le terreau de la maltraitance. C'est là-dessus qu'elle se bâtit. C'est ce qu'on appelle, nous, à l'OVO, la partie immergée de l'iceberg. Hein. Et donc, toutes les conséquences à la fois sur la santé publique, sur les difficultés scolaires des enfants, qui sont des conséquences directes de cette violence éducative ordinaire, elles sont importantes et elles nécessitent que les pouvoirs publics ils prennent en compte la nocivité de cette violence éducative ordinaire, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors pour ceux qui ne considèrent pas la punition comme une violence et qui n'ont pas encore été présentés aux raisons pour lesquelles elle est néfaste, toxique et pas efficace, est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement du fait de ton travail en psychologie? Alors moi j'étais psychopédagogue, donc en fait je recevais des familles et des enfants qui avaient des difficultés dans le cadre de leur scolarité. Ça pouvait être des difficultés d'apprentissage, mais aussi beaucoup de difficultés de comportement avec les autres. Et puis avec les adultes, hein, parfois des comportements de violence, hein, ou d'agressivité, ou de refus d'apprendre. Hein. Et donc les enfants que je rencontrais, assez vite, je me suis rendu compte, en évoquant avec eux comment ça se passait à la maison, donc notamment par rapport aux fameux devoirs scolaires, qu'il y avait de la violence à la maison. C'est-à-dire que c'était l'occasion de manifestations, de débordements, de violence de la part des parents sur leurs enfants. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'était la quasi-totalité des enfants que je recevais, hein, qui étaient victimes de violences éducatives ordinaires. Et donc, bien sûr, c'était des enfants qui avaient peur d'apprendre, c'était des enfants qui étaient violents avec les autres, c'était des enfants qui parfois étaient en opposition avec les adultes, c'est-à-dire avec les enseignants. C'était des enfants qui mobilisaient parfois beaucoup de soins autour d'eux, avec des prescriptions médicamenteuses, la fameuse Ritaline notamment, mais auprès de qui on n'interrogeait pas cette présence constante de pratiques éducatives du style voilà, punition,
des fessées, des coups. Et donc, à partir de là, je me suis, comment dire, j'ai commencé un petit peu à évoquer ces situations avec les familles, avec les parents. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai accentué cette exploration et cette attention à ce qui pouvait être violent à l'intérieur de la maison. Hein, voilà. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important qui est altéré dans le cadre d'une violence éducative ordinaire, c'est le lien. C'est-à-dire ce lien qui unit l'enfant à son parent, ce lien qui devrait être un lien sécure, hein, c'est-à-dire une possibilité pour l'enfant de se réfugier, de demander de l'aide, de pouvoir être réconforté quand il en a besoin, de pouvoir être aidé quand il en a besoin, de pouvoir être écouté quand il est en difficulté. Hein. Et donc, il y a vraiment, dans le cas d'une intervention violente, quelle qu'elle soit, une fragilisation, voire quelque chose qui va se briser dans le lien parent-enfant, dans le lien sécure. Et donc, dans la manière pour l'enfant de se repérer par rapport à lui-même et par rapport aux autres, c'est-à-dire que les enfants, ils vont pas considérer que leurs parents se trompent, hein, ou ils vont pas considérer que leurs parents sont violents. Ils vont intérioriser l'idée que c'est de leur faute à eux. Et beaucoup me le disaient. Hein. Je me souviens d'un enfant qui disait papa, le soir, il me donne des coups de cahier sur la tête, mais c'est pas de sa faute à papa, c'est parce que je ne veux pas faire mes devoirs. Beaucoup d'enfants justifient la violence dont ils sont l'objet. Et ça, c'est assez compréhensible, c'est parce que ça leur permet, ce déni de violence, ça leur permet à eux de conserver une représentation, une image de leurs parents suffisamment bonne, suffisamment sécure, si vous voulez, hein, du fait qu'ils vont endosser la responsabilité de la violence qui leur est prodiguée. C'est le fameux « c'est pour ton bien » d'Alice Miller, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire que de plus, leurs parents, parfois, les culpabilisent. Hein, quand ils s'entendent, quand les enfants s'entendent dire tu m'as poussé à bout, ou bien c'est toujours pareil avec toi, il faut toujours que tu nous pousses à te donner une fessée. Hein, il y a des paroles qui sont dites comme ça et qui inscrivent justement dans le psychisme de l'enfant le fait que c'est de sa faute s'il est battu à la maison. Hein, voilà. Donc au niveau de l'estime de soi, c'est terrible ce qui se passe. Et c'est répété par beaucoup d'adultes, c'est ça qui fait que je suis qui je suis, que je suis autour forte. De lui, voilà, c'est ça. Il y a très même peu l'enfant, une fois qu'il a grandi, je veux dire, il continue de protéger ses parents, en fait. Tout à fait. C'est ces personnes qui vont peut-être dire plus tard, s'ils n'ont pas clarifié les choses, j'ai reçu des fessiers, mais ça ne m'a pas fait de mal. J'en suis pas mort pour autant. Au contraire, ça m'a même fait du bien. Ça m'a permis d'être quelqu'un de bien. Est-ce que les professionnels qui entourent les parents, donc pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'accompagnants à la parentalité, mais déjà les pédiatres n'encouragent pas, dans la grande partie des cas en France, encore la violence, en commençant par le fait de dire laissez l'enfant pleurer, il faut lui apprendre à faire ses nuits, dans l'autre pièce. Enfin, j'ai même vu des choses de pédiatres du genre vous mettez de la musique si les cris vous dérangent, c'est seulement comme ça que l'enfant fera ses nuits. Enfin. Oui, et on retrouve la question de tout à l'heure de la formation et de l'information, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas véritablement de prise de conscience hein, de la nocivité de la violence éducative. Hein. Et le livre d'Olivier Morel, La violence éducative, un trou noir dans les sciences humaines, démontre combien les professionnels des sciences humaines, hein, y compris les personnes qui sont chargées d'accueillir les enfants et les familles en difficulté, ne sont pas sensibilisés à la violence éducative du tout. Hein. Ils ne la considèrent pas comme un sujet hein, à traiter. Voilà. Béatrice, tu voulais dire quelque chose?
Oui, je voulais dire, mais bon, en reprenant le début de ta question sur finalement, c'est quoi ces comportements qu'on n'a pas forcément pointés du doigt comme étant nocifs, qu'on continue à faire alors qu'on sait quand même que ce sont des violences éducatives. Moi, je me disais que je suis assez mal à l'aise avec le fait de faire des listes de violences éducatives. Enfin, je ne sais pas si à l'origine, c'était un petit peu aussi ça ta demande, parce qu'on en trouve pas mal sur Internet. Voilà ce qui est une violence, voilà ce qui n'en est pas. Moi, je suis pas très à l'aise avec cette idée-là, non pas parce que c'est pas vrai, hein, je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on est parfaitement d'accord, etc., mais parce que j'ai l'impression que ça empêche les parents de s'interroger sur le sens qu'ils mettent derrière leurs actes. Et en fait, il y a un certain nombre d'actes, par exemple, qui, si je devais les décrire, ne seraient pas forcément considérés, se retrouveraient pas dans la liste, dans une liste qu'on pourrait faire des violences éducatives ordinaires. Et pour autant, dans la manière dont c'est mis en œuvre, c'en est bel et bien une. Hein. Alors, je prends par exemple un exemple. Alors, c'était dans un milieu scolaire, mais bon, ça change pas grand-chose à l'affaire. C'était l'utilisation d'un outil issu de la pédagogie institutionnelle. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des espèces de ceintures qui permettent, un peu comme des ceintures de judo, qui permettent aux enfants d'acquérir. Voilà. Bon, alors à la base, la pédagogie institutionnelle, c'est vraiment basé sur un fonctionnement démocratique. Tout est censé être négocié. Enfin, en tout cas, c'est pas censé faire violence. C'est censé être négocié en groupe et permettre aux différents enfants d'avoir des droits et de pouvoir en discuter, etc. Et là, ça avait été repris par une enseignante en disant quand le comportement n'est pas bien, tu dois colorier un coloriage de couleur rouge parce que c'est mal, et quand c'est bien, tu dois colorier un coloriage de couleur verte. En fait, c'était ultra stigmatisant. C'était absolument la pire des punitions qu'on aurait pu imaginer, mais la personne s'imaginait utiliser un outil très démocratique et très respectueux de l'enfant. Ce que je veux dire par là, c'est, je ne sais pas si mon exemple vous parle, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, si on s'en tient à une liste, on oublie de réfléchir au sens de ce qu'on fait auprès de l'enfant. Et si on reprend l'exemple des pleurs de bébé que tu as cité, Clara, et qui est très pertinent, parce qu'effectivement, le concept de dire je laisse mon bébé et puis les pleurs, ça m'est égal. S'il pleure, c'est peut-être parce qu'il veut me tester, ou je ne sais pas trop quelle bêtise qu'on entend beaucoup, encore trop souvent sur les pleurs de bébé. Il y a des parents qui l'ont interprété comme si mon bébé pleure, c'est très, enfin voilà, si mon bébé pleure et que je suis pas là exactement pour le qui est une interprétation, et pour autant, moi j'ai vu des mamans, par exemple, ne pas oser aller faire pipi parce qu'il fallait pas que le bébé pleure. Donc c'est là où en fait on a perdu le sens. Il est évident que si on pose son bébé dans le lit pour satisfaire un besoin tout à fait essentiel, ou parce qu'on sent qu'on est sur le point de craquer et qu'on doit par exemple appeler une hotline comme celle de Catherine pour dire à l'aide, au secours, évidemment que c'est pas un geste maltraitant, c'est un geste d'amour. Maintenant, oui, si c'est pour mettre son bébé à l'autre bout de l'appartement en disant ça m'est égal qu'il pleure, voyez, donc pour moi c'est très très important d'aller au-delà des catégories pour dire quel est le sens de ce que je fais avec mon enfant et en quoi c'est une forme abusive en fait d'intervention et de posture parentale. Oui, c'est pour ça que j'aime bien la boussole. Est-ce que je me permettrais de parler comme ça avec un ami? En fait, je t'entends, mais ça a beaucoup coupé. Ça coupe. Mais je trouve que tu en demandes beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage pour qui le concept que la punition est une violence est complètement étranger. Donc, si ce concept n'est pas présenté et expliqué, ils continueront de punir toujours, puisque tout simplement, oui, ils se sont auto-examinés. Ils ont essayé de ne pas déjà être violents physiquement, de ne pas être violents verbalement, de ne pas injurier. Mais la punition, c'est tout ce qu'on connaît, et donc on reproduit ce qu'on a fait avec nous, ce qu'on fait encore à l'école dans une grande partie des cas. Donc à partir du moment où toi, tu ne dis pas, voilà, moi j'ai cette information, voilà ce qui se passe avec le lien, la connexion quand on punit, et tu présentes cette idée-là, tu ouvres une brèche quand même pour justement un questionnement ensuite qui pourra se développer chez chacun. Mais c'est pour ça que moi, j'aime bien parler de ce qui, dans la vie quotidienne, semble être normal et qui finalement est quand même déjà une violence. Évidemment, on ne va pas tous s'aligner, mais a priori quand même, puisqu'on revient à ce concept à partir du moment où ça blesse, c'est que forcément c'est violent.
Ouais, dans l'exemple du bébé qui pleure, moi, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, alors, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, dans telle situation, une mère ou un père, hein, il ne s'agit pas que des mères, il y a des pères aussi, un père va laisser pleurer son bébé, et dans une autre, il va faire ce qu'il faut pour entendre ce qui se passe, hein, pour aller, comment dire, répondre à la sollicitation, parce qu'un bébé qui pleure, il nous sollicite. Voilà. Donc, et ça m'intéresse, en fait, c'est au-delà des appartenances sociales ou du système de domination qui est incontestable, hein, bien entendu, hein, et qui a une responsabilité dans ce qui se passe. J'entends bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des trajectoires individuelles qui nous permettent un petit peu de comprendre la différence de réaction par rapport aux manifestations émotionnelles d'un enfant, par exemple. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Béatrice, de ça. Je veux bien un exemple, parce que je ne suis pas sûre de suivre exactement ton raisonnement. Oui, dans les trajectoires, justement, c'est-à-dire, par qu'est-ce que tu exemple, pointes? au travers de ces injonctions qu'on peut entendre, bah, bébé, il faut le laisser pleurer, il Oui. faut pas aller lui répondre tout de suite parce que vraiment, Ouais. il va nous mener par le bout du nez, ou bien on va plus y arriver après. Voilà, ces injonctions qu'on entend quand même un petit peu, hein. Qu'est-ce qu'il va faire Beaucoup, oui. Voilà, je prends l'exemple du père, qu'un père il va aller au-delà, il va faire fi de ces injonctions, hein, et il va aller à la rencontre de son enfant, c'est-à-dire qu'il va aller répondre, hein, aux sollicitations, il va répondre aux pleurs, il va le prendre dans les bras. Enfin, en tout cas, il va pas le laisser pleurer tout seul, hein, et qu'un autre sera, comment dire, ne parviendra pas voilà. Et donc, dans ces deux cas de figure, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va faire la différence de comportement entre les deux. Et je crois que là, pour moi, il me semble qu'il y a à aller voir du côté des trajectoires personnelles des gens, c'est-à-dire comment ils ont cheminé avec leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur histoire, et comment est-ce que ce cheminement leur permet d'être Du coup, moi, ce que je disais, en fait, c'était que par rapport aux parents qui laissent pleurer les bébés, je me posais la question, donc Jean-Pierre soulignait l'aspect des trajectoires personnelles qui est évident, et je m'interrogeais sur aussi la question de la posture, en fait, des parents vis-à-vis de l'autorité médicale, parce que moi, j'ai quand même eu pas mal de témoignages de parents qui, en fait, étaient hyper mal à l'idée de laisser pleurer leur bébé. C'était pas du tout ce qu'ils souhaitaient faire. Mais il y avait eu des consignes de la part du pédiatre, notamment des remarques parce que le bébé faisait pas ses nuits comme le pédiatre l'aurait souhaité. Donc les parents s'étaient sentis remis en question dans leur bonne parentalité. Ils avaient eu le sentiment que le professionnel lui disait vous n'avez pas fait comme il fallait. Et donc la solution qui avait été proposée par le professionnel, c'était vous devez laisser pleurer votre bébé, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc finalement, ils se retrouvaient dans une situation où ils appliquaient la consigne du professionnel parce qu'ils se sentaient pas suffisamment légitimes de dire moi parent je conteste et j'estime que non c'est pas adéquat, ça sert à rien, c'est mauvais pour l'enfant, etc., etc. Donc je pense qu'il faut pas il faut pas, en tout cas ça c'est mon approche à moi, c'est important de voir ce que les parents font, quelles sont leurs pratiques et d'où ça vient, mais on n'est pas parents tout seul dans la société, on est parents autour de plein d'autres personnes et il y a une communauté éducative autour de l'enfant dont font partie les enseignants, dont font partie les médecins dans une certaine mesure, les puériculteurs, les assistantes maternelles, etc. Et il peut y avoir aussi des pressions qui font que, alors même qu'on est face à des parents qui ont un comportement tout à fait adéquat, parce que non, ils le sentent pas, là ils entendent pleurer leur bébé, c'est pas normal, ça leur remue les tripes, ils veulent y aller. Finalement, cette intuition-là, elle est totalement coupée parce que les consignes de puériculture officielles disent non, en fait, vous ne devez pas suivre votre instinct, en quelque sorte. C'est très juste, Béatrice. Et en fait, on en revient au fait qu'on abîme notre confiance en nous. Donc, ces parents, quand ils étaient eux-mêmes enfants, on leur a dit quoi faire d'heure en heure. On les a probablement punis. Donc, Jean-Pierre parlait des conséquences sur la confiance, l'auto-estime. Et puis aussi, du coup, ça abîme le lien avec notre propre instinct, même un instinct aussi fort que celui de père ou de mère. Mais ce que je voulais te dire aussi, Jean-Pierre, c'est que
pour moi, ce papa, en fait, ce papa qui va écouter son instinct de prendre son bébé dans les bras, d'être présent à ses côtés ou de fermer la porte et de mettre la musique dans la pièce à côté, comme lui a dit de le faire peut-être la pédiatre ou un livre qu'il aura lu, que la maman aura lu, c'est plutôt les mamans qui lisent les livres de parentalité. Donc, pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il se passe quelque chose d'énorme à l'accouchement. Et si le papa a le droit d'être présent, d'ailleurs c'est catastrophique parce qu'actuellement, dans la plupart des cas, les papas n'ont pas le droit pendant le confinement d'être présents pendant les accouchements. Donc ça a des conséquences énormes du coup sur le lien entre le papa et le bébé. Et puis tout un tas d'autres conséquences évidemment. Mais donc, c'est pas seulement la maman qui produit de l'oxytocine au moment de l'accouchement, le papa aussi, s'il est présent, s'il a le droit d'être en contact avec son bébé. Et donc cette oxytocine va créer du lien entre le père et son bébé qui va faire que même si on lui a dit laisse le bébé pleurer, ce lien, quand on dit bond en anglais, c'est lien en français, il n'y a pas un autre mot, c'est tellement différent en anglais. Ouais. Va faire que ton instinct va quand même te parler si fort que tu ne vas pas réussir à ne pas l'écouter, je pense. Donc, c'est vrai que toutes les pratiques actuelles qui sont courantes de séparer le bébé des parents pour aller... moi, c'est pour dire, mon premier enfant, je l'ai eu dans l'eau, mais à l'hôpital, avec sage-femme, sans intervention médicale, etc. Mais quand même, une infirmière est entrée et a dit, je prends le bébé. Et mon mari a dit, mais c'est hors de question, le bébé reste là, où voulez-vous l'emmener de toute façon? Et elle lui dit, je vais aller lui donner un bain. Et il lui dit, mais il est né dans l'eau, pourquoi voulez-vous le laver? Et donc l'infirmière n'était même pas au courant que le bébé était né dans l'eau et n'avait pas besoin d'être replongé dans l'eau. Et donc cette habitude de séparer dès la naissance, qui est extrêmement violent, a des conséquences après sur le lien, qui donc se répercutent sur va-t-on avoir confiance en soi, va-t-on écouter son instinct ou pas, je pense. J'ai même envie de rajouter que dans la question du lien, et comme tu soulignes le rôle du papa, hein, donc en France, mais dans pas mal de pays aussi, hein, les papas n'ont pas beaucoup l'occasion de rester les premiers temps auprès de leur bébé et de la maman, et notamment en lien avec ces questions d'ocytocine. Je sais qu'il y a quelques années, on disait encore, ah oui, mais les mamans, elles entendent mieux les cris de bébés que les papas, ils sont plus capables de répondre aux cris des bébés que les papas. Et en fait, ils se sont rendus compte que dès lors que les papas avaient l'occasion d'être auprès de leur bébé de manière aussi intense, ou du moins suffisamment intense que les mamans, ils étaient tout aussi capables d'entendre et de répondre de manière adéquate. Donc c'est aussi vraiment un plaidoyer pour dire, voilà, un bébé, quand il a la chance d'avoir plusieurs adultes, 2 parents autour de lui, c'est 2 personnes pour répondre à ses besoins, pour être présent, aussi pour se soutenir, et sans doute pour arriver moins vite au stade de l'épuisement qui fait qu'on est maltraitant parce qu'on est épuisé. Donc voilà, moi je pense que c'est hyper important aussi de souligner ça, quoi. Tout à fait. Et je trouve que là, justement, ça interroge les conditions dans lesquelles la France, les moyens qu'elle ne donne pas justement aux parents pour cet accompagnement qui est consécutif à la naissance du bébé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une maltraitance institutionnelle dans le fait de ne pas accorder suffisamment de jours de congés, suffisamment d'aide, etc. Et que là aussi, il y a une absence de prise de conscience des pouvoirs publics sur l'importance de cet accompagnement du bébé. Hein, et du coup, ça a aussi, évidemment, bien sûr, une incidence sur la manière dont les premiers jours, on parle de cette fameuse commission des 1000 jours de l'enfant, là, je ne sais pas, qui est mise en place en France, je ne sais pas ce qui va en ressortir, mais en tout cas, c'est important aussi de dire qu'il y a beaucoup à faire encore dans notre pays pour aider, en fait, pour permettre que l'arrivée d'un bébé, elle soit accompagnée dans les meilleures conditions possibles. Hein. Enfin, on a l'exemple de la Suède, par exemple, hein, qui nous montre combien, cette différence qu'il y a d'organisation autour de la petite enfance entre ces 2 pays, quoi, la France et la Suède.
Alors toi, Jean-Pierre, tu as eu le déclic donc très tôt finalement. Donc tu disais quand ton premier enfant était bébé. Est-ce que tout de même, du fait de ton formatage, en tant que père, en tant que grand-père, je suppose probablement moins, car tu as beaucoup mûri encore depuis, mais en tant que jeune papa, est-ce que tu as pu avoir l'occasion de commettre des violences parce que tu étais encore tellement formaté Oui. Quelles sont-elles? Alors, je n'ai pas, alors, j'étais moi victime de violences éducatives, physiques, émotionnelles, psychologiques. Je n'ai pas reproduit de la violence physique, voilà, absolument pas, à aucun moment. Donc ça c'est plutôt réconfortant, je vais dire comme ça. Donc il y avait la raison pour laquelle ça a pu se faire de cette façon-là, je pense qu'il y avait, comme ce que vient de dire Béatrice, l'importance du couple des parents et de se sentir tous les deux sur cette attention et cette interdiction du passage à l'acte de violence physique sur les enfants. Et je me souviens que nous étions effectivement regardés d'une manière curieuse par d'autres couples parentaux autour de nous, hein, sur le fait qu'on attachait une importance à ne pas utiliser de violence physique, pas de châtiment corporel, etc., avec notre première fille. Hein. Quant à la violence, la violence plus émotionnelle, je pense que je n'ai pas pu y échapper. Hein, voilà, ça a été plus compliqué pour moi, hein, plus difficile. Hein, parce que je sais qu'à ce moment-là, je n'en avais pas la pleine conscience de ce qui pouvait être source de violence dans certaines situations pour mes enfants. Hein, voilà. Justement, ce que je voulais te demander, c'est qu'aurais-tu aimé savoir à ce moment-là que tu ne savais pas? Alors, ce qui m'a beaucoup aidé, hein, voilà, ce sont d'abord les livres d'Alice Miller. Je trouve que cette femme a une écriture thérapeutique. Hein, voilà. Je trouve que ces livres m'ont permis, moi, personnellement, d'avoir accès à mon histoire. Hein, c'est-à-dire de pouvoir prendre conscience. Quand je dis prendre conscience, c'est vraiment sur le plan, pas que sur le plan intellectuel, c'est aussi sur le plan émotionnel, de ce qui s'était déroulé pour moi dans mon enfance et des conséquences que ça avait eu sur ma propre personne. C'est-à-dire l'altération d'un certain nombre de mes compétences d'être humain et donc de père également. Hein. Et puis un travail thérapeutique que j'ai effectué qui m'a permis, moi, de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de clarifier les choses par rapport à ma propre histoire et de pouvoir justement, au moment où j'ai pu être sollicité par mes enfants sur le plan émotionnel, de pouvoir y répondre, hein, tout en ayant conscience de ce que ça pouvait susciter en moi comme difficulté. Mais je n'étais pas pris par cette difficulté. C'est-à-dire cette difficulté que j'avais rencontrée, c'est pas elle qui avait les commandes. C'était fini. Hein. Elle était là. Je savais que ça avait existé pour moi et que c'était compliqué, mais je pouvais répondre d'une manière différente de ce qui m'avait été infligé à moi. Je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que mais c'est comme ça que j'avais envie d'expliquer les choses. Hein. Est-ce que tu aurais envie de partager des exemples concrets de moments où, quand tu n'avais pas cette information, tu as peut-être oui, parlé j'ai un exemple en tête, tout à fait Et concret. quelle serait l'alternative aujourd'hui avec l'info que tu as? Oui, je vais donner un exemple très concret. Donc, avec notre première fille qu'on avait laissée en vacances avec sa grand-mère maternelle, qu'elle aimait beaucoup, hein, avec qui elle avait un lien d'attachement sécure, hein, pendant une dizaine de jours. Donc, elle avait 3 ans, Clémence. Et à notre retour, cette petite Clémence, elle a vraiment manifesté sa joie et l'intensité de son émotion à retrouver ses parents. Hein, c'est-à-dire
je me souviens que pour ce qui me concerne, elle me touchait beaucoup le visage, elle avait besoin du contact physique avec moi, elle était joyeuse, etc. Et le lendemain, nous n'avons rien trouvé de mieux à faire que de partir une journée faire une promenade en canoë. Et là, c'était vraiment une erreur, voilà. C'est-à-dire que pour elle, ça a été terrible, ça a été très très difficile. Et là, je trouve que je n'ai pas pris conscience de l'épreuve que je lui infligeais, cette petite fille, hein, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'une situation qui ne se reproduirait pas aujourd'hui. Hein, voilà. C'est que je ne referai pas. Je ne referai pas comme ça. Là, en l'occurrence, ce serait de prendre au sérieux les besoins de l'enfant, de leur donner autant d'importance qu'aux envies et aux besoins des adultes. Oui, de les entendre. J'estime que je ne l'ai pas entendu. Hein. Merci. Non, parce que souvent, ça paraît, quand des personnes viennent nous parler de non-violence éducative, etc., ça paraît tellement lointain que c'est réconfortant aussi de savoir que, voilà, que vous n'avez pas été des parents parfaits, mais ça, je sais que Béatrice, c'est important aussi pour toi, justement, dans ce sens de ne pas culpabiliser, d'être authentique par rapport au fait qu'il y a des moments où, voilà, est-ce que toi, tu aurais envie de partager des moments où peut-être, le mot violence est tellement fort, mais est-ce que tu aurais envie de nous partager des moments où tu aurais pu commettre des violences éducatives ordinaires? Alors moi j'ai été, alors je suis beaucoup moins, comment dire, alors moi la question des fessées, des choses comme ça n'a jamais été un geste qui m'est venu. Donc il se trouve que j'en ai pas donné à mes enfants avant même d'avoir réfléchi à la question d'une manière explicite, parce que sans doute j'en ai pas non plus reçu étant enfant, et que c'était pas ce genre de choses qui me venaient quand émotionnellement justement il y avait des comportements ou des situations qui étaient compliquées pour moi. Donc j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de mérite à ne pas y avoir. Enfin voilà, en tout cas j'ai pas eu besoin particulièrement de ça. Et puis j'ai eu des parents qui étaient très, mon père en particulier était vraiment très, il était biberonné libre enfant de Summerhill, donc il était très 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 enclin à donner beaucoup d'importance, une vraie importance à la parole des enfants. Donc c'était pas quelque chose de très compliqué. Par contre, sur tout ce qui est d'ordre émotionnel, psychologique, enfin beaucoup moins explicite, moi je me sens en chemin. C'est-à-dire que je peux pas dire aujourd'hui mes interactions avec mes enfants sont dénuées absolument de toute forme de violence, c'est-à-dire que en permanence, et c'est pour ça que quand je disais on n'est pas des, vous disiez, tu disais on n'est pas des parents parfaits, c'est important de pas culpabiliser les parents. Moi, ça va même plus loin que ça. C'est pas qu'une question de culpabilisation, c'est une question que on est en chemin. La non-violence, c'est un objectif, c'est une espèce d'étoile qui guide notre chemin. Mais en permanence, on a à se remettre en question parce que mes enfants grandissent et que les questions qui se posent à l'adolescence sont pas les mêmes que celles qui étaient dans l'enfance et pas les mêmes que celles qui étaient dans la petite enfance, parce que parfois il y a des choses qui peuvent arriver et puis qui nous bouleversent, qui nous déstabilisent. Voilà, je pense à l'entrée par exemple dans la sexualité. Là, j'entends pas mal. Je travaille en ce moment sur le sujet auprès de parents. Il y en a plein qui pensaient ne pas avoir de soucis avec ça, puis finalement ça les bouscule. Donc en fait en permanence on est possiblement bousculé, c'est la vie, c'est aussi ce qui fait l'intérêt du voyage, si on peut imaginer que la parentalité est un chemin. Donc oui, moi je peux confesser des paroles malheureuses, des attitudes qui n'ont pas été qu'après coup, on se dit zut, j'aurais pas voulu réagir comme ça, ou j'aurais voulu être différent, mais pour moi ça fait partie de la relation, et je sais pas si comment dire, quand il y a une erreur, alors je parle pas des tout petits parce que c'est peut-être un peu plus compliqué, mais quand il y a une erreur, moi je trouve que c'est aussi ça qui permet de maintenir le lien et de dire à l'enfant, là j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai dit des trucs, en fait c'était pas adéquat, je te demande pardon, parce que on montre aussi
par là, comment on peut réparer quand ça va pas, comment le lien entre nous et notre enfant peut survivre. Alors évidemment, hein, pas à des choses terribles, mais à des erreurs du quotidien, à des violences du quotidien. Et tout ça, je pense que c'est voilà, c'est juste pour rebondir sur cette histoire de non-culpabilisation qui, pour moi, va beaucoup plus loin que ça, qui est vraiment je chemine, je m'interroge et je veux avoir une parentalité réflexive où, en fait, en permanence, je peux changer les choses et surtout le lien que j'ai avec mon enfant. C'est pas parce que voilà, oui, ça m'est arrivé de crier, par exemple, ça m'est arrivé de crier parce que j'étais fatiguée, parce que ce qui s'était passé dans le moment m'avait mis hors de moi. Après, on peut en discuter, on peut débriefer et on peut aussi maintenir ce lien, y compris dans la réparation de ces erreurs. Donc ce cheminement, ce travail sur soi, c'est du moyen long terme. Dans le feu de l'action, quand tu es vraiment bousculé, est-ce que tu as des stratégies, des outils qui te permettent d'essayer de réagir à ce défi en accord avec tes valeurs? Alors moi, pour ma part, je m'isole beaucoup, mais c'est ma manière de faire et c'est parce que mes enfants sont déjà grands. Mais j'ai toujours besoin de temps et donc quand ça va pas pour moi, je prends le temps de me mettre à l'écart. Et je sais que ça a pu paraître étonnant à certains autres parents de mon entourage. Mais oui, il m'est arrivé d'aller, par exemple, dans les toilettes, parce que c'était une pièce dans laquelle, pour prendre le temps de souffler, de respirer, de mettre de la distance. Alors là, je parle d'émotions intenses, hein, je parle pas de petites choses du quotidien. Hein. Ça fait déjà un petit moment que ça a pu arriver. Mais voilà, en fait, finalement, de se recentrer aussi sur ses besoins, parce que c'est tout à fait honorable et souhaitable de s'interroger sur la manière dont on répond aux besoins des enfants de la manière la plus adéquate possible. Mais je pense que c'est pas une bonne chose que les parents ne s'interrogent pas sur leurs propres besoins, parce qu'on n'est pas des bons parents si la base, hein, j'entends pas les désirs, les envies, tout ça, la base est pas suffisamment respectée, si on n'est pas suffisamment nourri. Et c'est vrai que moi je m'interroge sur est-ce que les livres de parentalité, est-ce que tout ça, on prend suffisamment de temps pour dire aux parents, faites attention, essayez de réfléchir aux stratégies, aux ressources, aux personnes de l'entourage, aussi pour nourrir vos besoins de fatigue, de socialisation, de tout ça, pour être les plus disponibles finalement pour leur enfant. Et ça, je pense que c'est vraiment un levier fondamental. C'est de garder un équilibre finalement, parce qu'on passe d'une extrême à une autre. On ignore les besoins des enfants et puis on en arrive à ignorer les propres besoins des parents. Et c'est effectivement pas du tout le souhaitable, mais c'est très dur de s'en souvenir, parce que quand on est jeune parent et qu'on découvre cet accompagnement conscient, c'est vrai que les enfants ont beaucoup de besoins et qu'on peut très facilement s'oublier. Donc merci de le rappeler, cet équilibre est essentiel à préserver. Mais du coup, les enfants, ça peut être très bruyant, les enfants petits. Comme nous le rappelle Catherine Dumontet-Crémer, ça fait partie des processus de guérison, de la libération des émotions, c'est essentiel. Mais parfois c'est beaucoup, parfois les parents sont fatigués, stressés, et ça dérange vraiment beaucoup. Donc, je pense que là, pendant le confinement, ce sont des questions qui reviennent. Comment, quand on voudrait les faire stopper, donc qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces parents qui sont à bout de patience? Vaste question. La situation est vraiment difficile en ce moment. Hein. C'est une période inédite qu'on vit, donc je pense qu'on est tous à expérimenter, à faire au mieux. Je trouve que le fait de donner des conseils, je vais peut-être laisser la main à Jean-Pierre s'il a des conseils. J'ai l'impression que tous les parents font ce qu'ils peuvent vraiment en ce moment. Et voilà, on va essayer de chercher des toutes petites choses ridicules, se mettre à la fenêtre pour prendre un peu le soleil. Parfois, c'est des choses qui maintenant, alors qu'on peut plus sortir de chez soi, ça fait du bien. Manger une chose agréable. Vous voyez, essayer de reconnecter avec qu'est-ce qu'on peut faire avec ses enfants, comment est-ce qu'on peut être présent, y compris même sur des choses ridicules, parce que finalement, c'est là qu'on trouve peut-être un petit peu de ressources.
Mais est-ce qu'on s'est suffisamment préoccupé avant cette période de qu'est-ce qui était important pour nous, qu'est-ce qui faisait ressource pour nous? Est-ce qu'on n'est pas obligé en même temps de le découvrir, en même temps de faire avec en ce moment? Voilà, je vais peut-être laisser la main si… Mais en fait, je crois que Béatrice, elle a dit une chose très importante, c'est-à-dire de prendre conscience que cette situation, elle est inédite. Et de prendre conscience que tout le monde est bouleversé par ce qui se passe, à la fois les adultes et aussi les enfants. Et que c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit et de se laisser peut-être baigner par cette situation complètement inédite et de pouvoir justement… alors, moi, je sais que Catherine de Montel-Kremer, elle parle beaucoup de créativité et je crois que ça peut vraiment être l'occasion justement de faire preuve, enfin, en tout cas de se laisser aller à la créativité, à inventer des choses. Et à l'OVO, on a été assez, comment dire, on a été un petit peu attentif à cette histoire de continuité pédagogique, je crois que ça s'appelle comme ça. Et on a fortement invité les familles à se départir de cette injonction, hein, pour pouvoir être dans une relation qui soit la plus paisible possible, la plus sécure possible et qui permette justement que des choses qui ne se disent pas, qui ne se vivent pas habituellement puissent respirer dans cette nouvelle situation complètement inédite, hein. Et il faut quand même ajouter quelque chose de très important aussi, c'est que le confinement, c'est pas pareil pour tout le monde, hein. Il y a des familles qui sont dans la difficulté en temps ordinaire, dans la précarité en temps ordinaire, et qui pour ces familles-là, c'est une double peine, hein, c'est-à-dire que ça rajoute à nouveau de la difficulté. Et du coup, là, il y a des inquiétudes, hein, sur lesquelles on a peu de possibilités d'agir. Il faut aussi en avoir conscience, hein. Mais je crois que c'est important de le dire aussi, ça. Voilà, c'est pas, tout le monde n'est pas égal avec cette histoire-là, quoi. Et quand on entend les voisins crier toute la journée sur les enfants, est-ce qu'on intervient ou pas? Et comment? Ah ben moi, j'interviendrai. Alors, on intervient, on peut aller proposer son aide. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air difficile pour vous. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Ouvrir, c'est-à-dire ouvrir sa propre porte, en fait. Sa propre porte d'aide, hein, et d'abord, c'est ça qui est important de faire, hein. Voilà. Donc, même si ça se passe à l'intérieur de l'appartement du voisin, tu irais sonner à la porte? Ah oui, bien sûr. Ça m'est déjà arrivé, mais si j'entends quelque chose qui m'inquiète, légitimement, je vais me déplacer, aller… On peut improviser le dialogue. Moi, je suis la voisine. Ah, on fait une improvisation comme ça? Ah oui. Ah oui, pourquoi pas. Mais voilà, bonsoir. Bonsoir. Mais qu'est-ce que vous faites là? Juste en dessous de chez vous, là. Qu'est-ce qui se passe? J'entends beaucoup de cris. Mais ça ne vous regarde pas, monsieur. Mais allez chez vous, ça me ça vous regarde, regarde en pas. fait. Ça me regarde parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes en difficulté avec votre enfant, et puis j'entends votre enfant pleurer, donc c'est pour ça que Mais de quoi vous vous mêlez, enfin? Mais allez vous faire voir. Mais qu'est-ce que je vous ai demandé? Mais c'est quand même incroyable, pour qui il se prend, celui-là? Oui, ça peut être comme ça. Moi, on m'a fait ça, là. Comment? Moi, on m'a fait ça. On m'a même dit, t'as vu ta gueule? Mais je vois pas le rapport avec ma gueule. Ouais, mais bon, au moins, ça fait une pause. Ça permet une pause. Ça permet il y a un tiers qui débarque. Alors, répète, on peut se prendre de l'agressivité, hein, voilà. Mais peut-être que l'agressivité va se déplacer sur nous et que ça va changer des choses. Mais bon, tout ça, c'est quand même compliqué, hein. Je veux dire, c'est un peu du bricolage, là. Voilà. Donc, c'est plus facile quand ça se passe à l'extérieur, dans une boulangerie, ou voilà, que d'aller, que d'aller interférer chez quelqu'un. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je ne pourrais pas m'en empêcher non plus si il se passe des choses qui moi, sont je ne suis pas sûre que ce soit forcément plus facile, mais bon. Après, ça peut aussi dépendre de, comment dire, on peut imaginer que, notamment quand c'est des voisins, c'est là où, voilà, tisser des liens en amont, c'est des choses qui sont intéressantes, parce que là, finalement, voilà, effectivement, dans des configurations, on a des grands immeubles et on n'a pas l'habitude de se croiser,
ben voilà, quand on sait qu'il y a un jeune couple au premier et quand même ils ont 2 petits et puis c'est difficile et puis le petit dort pas bien et les parents ils dorment pas bien et bon voilà, on peut avoir tissé des liens qui font que lorsque la proposition d'aide arrive, elle arrive pas comme un cheveu sur la soupe, elle arrive pas comme une intrusion, ça peut être vraiment entendu comme une aide possible. C'est là où on se dit voilà, on est tout un village pour élever un enfant et finalement moi que je suis un voisin, j'ai aussi cette vigilance-là, j'ai aussi cette possibilité-là, non pas d'être dans le jugement, mais simplement être dans le soutien et dire bah voilà, moi aussi je suis une ressource et je peux faire des choses et je peux Donc voilà. cette aide, elle ressemble à quoi par exemple? Ça peut être, ça dépend vraiment des parents. Alors en confinement, là c'est compliqué, on n'est pas censé pouvoir accueillir les enfants des autres chez soi, donc on va pas pouvoir soulager concrètement les parents. Ça peut être simplement passer un moment au téléphone ou passer un moment de discussion. Parfois, comment dire, il y a un certain nombre de parents qui vont aussi, comment dire, être dans une situation où ils auront tellement plus parlé à un autre adulte, ils auront tellement plus été dans cette communication-là que tout va prendre des proportions absolument dingues. Alors là, je parle plutôt pour des personnes à distance, mais proposer, dire, voilà, je sais que tu es à bout, là, tu as des petits à la maison, tu es sur le bord d'exploser, tu te retiens, mais vraiment, c'est très dur. Viens, on prend un moment au téléphone et tu vas lâcher tout ce que tu as à lâcher, tu vas me dire tout ce que tu as à me dire. Ce sera pas politiquement correct, c'est pas un problème. On est toutes les deux au téléphone, on est tous les deux au téléphone, c'est possible. C'est rien, c'est vraiment du détail, mais c'est dire je suis là, ça veut dire t'es pas tout seul, c'est dire j'entends que c'est compliqué. Et je pense que ça, c'est ce qui remet de l'humanité dans les rapports et c'est ce qui fait que les gens, parfois, ils sont en capacité de trouver des ressources par eux-mêmes. Mais voilà, il faut avoir un petit peu de soutien et de présence. Et je pense que c'est ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Et là, je pense énormément aux parents, aux familles monoparentales, aux parents qui sont seuls avec leurs enfants. Et je mesure à quel point c'est une épreuve. Le confinement est une épreuve. Non pas parce que la compagnie des enfants est pas agréable, mais parce qu'ils savent qu'ils sont seuls dans le navire pour faire tenir, pour faire tenir la barque, quoi. Et si vous êtes face à l'enfant, si ça se passe donc plutôt dans la rue ou dans la cage d'escalier, à quoi ressemble le rôle de témoin pour l'enfant, pour qu'il soit vu, entendu? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous lui dites si vous lui parlez? S'adresser à l'enfant, hein, dans la rue. Ouais. Est-ce que, je pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question qui revient beaucoup si l'enfant est en train d'être agressé verbalement, voire physiquement. Souvent, on parle de proposer son soutien aux parents, mais on parle aussi de ce rôle de témoin pour l'enfant qui sent instinctivement que ce qui se passe n'est pas normal, n'est pas juste, mais le fait qu'il y ait un autre adulte qui pose ça pour lui, ne serait-ce que par un regard, est très important. Donc, je me demandais si vous aviez eu l'occasion d'intervenir en tant que témoin pour un enfant, ou si vous aviez des choses à dire sur ça, sur ce qui vous semble juste. C'est très, très, très compliqué toujours, parce que ça peut mettre le parent très en colère. Donc, ça peut être juste un regard. Oui, moi j'en suis toujours restée là parce que j'ai pas eu l'occasion j'ai pas de situation concrète en tête. Ça a souvent été un regard, puis j'ai souvent été en compagnie de mes propres enfants et donc en fait j'ai eu besoin de parler avec eux parce que eux étaient choqués souvent de ce qu'ils voyaient et donc effectivement j'ai peut-être pas suffisamment proposé mon aide à l'enfant que j'avais en face de moi. Mais voilà, je sais pas si Jean-Pierre, tu as d'autres expériences. Ça m'est arrivé, voilà, de me mettre au niveau de l'enfant. Je crois que c'est très important de se baisser, de se mettre à son niveau, et puis de lui parler, c'est-à-dire, bon, dis donc, ça n'a pas l'air facile pour toi, mais bon, ça m'est arrivé une fois, et c'est difficile dans ces situations-là. C'était dans un supermarché, et l'enfant, effectivement, il m'a regardé, mais je suis un étranger pour lui, j'étais un étranger pour lui. Et il y avait quand même, j'ai eu l'impression que pour lui, ça représentait une intrusion, mon intervention, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que, alors c'est l'impression que j'ai eue, hein, et que comment dire, on rejoint un petit peu quand même cette histoire de ce qui peut se passer dans les familles, c'est-à-dire que une intervention pour mettre en évidence la violence éducative ordinaire, pour un enfant, ça peut être ressenti comme dangereux pour lui. Hein.
C'est-à-dire d'une mise en péril de cet équilibre, même malsain, qui existe à l'intérieur de la famille. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Le livre que j'ai écrit, le titre, c'est un enfant qui me l'a donné. Hein, et je peux la taper, elle est de ma famille. Ce garçon me disant cela, lorsque je lui ai dit, personne n'a le droit de te frapper, mais tu n'as pas le droit de frapper ta sœur. Hein, voilà, c'était ça l'histoire. Et ses parents étant présents. Et j'ai compris aussi cette phrase de ce garçon, à la fois pour dire qu'à la maison, on avait le droit de se taper dessus, hein, voilà, mais aussi pour défendre quelque part ses parents. Voilà. C'est-à-dire prendre la défense de ce fonctionnement familial qui était le sien, auquel il s'était habitué, et que justement, c'était pas forcément facile pour lui qu'on le remette en cause. Voilà. Et dans le sens où il pouvait sentir une fragilisation de ce lien familial qui reposait malgré tout sur la violence. Et intervenir dans la rue auprès d'un enfant qui est avec son père, sa mère ou ses deux parents, pour un enfant, ça peut aussi être reçu comme quelque chose de pas forcément, comment dire, rassurant, si vous voulez. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas intervenir, hein, c'est pas pour pas entendre mon message là-dessus, mais c'est juste pour essayer de faire sentir un peu la difficulté, la complexité de la chose, si vous voulez. Mais je pense que ça dépend de la façon de laquelle c'est fait. C'est clairement, si c'est fait avec beaucoup de douceur et que peut-être tu t'étais approché un petit peu trop, tu étais rentré dans son espace, dans sa bulle, mais en gardant ta distance et avec beaucoup de douceur. Je pense que ce garçon dont tu parles, il avait assimilé quelque chose comme normal, qui était en fait un équilibre qui était basé sur des choses pas acceptables. Et le fait qu'il y ait justement une intrusion, bien sûr, ça va bousculer, mais ça va aussi planter la graine que, tiens, peut-être que finalement, ça ne se passe pas comme ça dans les autres familles. Et tu vois, ça fait quand même partie de la construction de cette personne. Et moi, je pense que ça reste souhaitable, mais ça peut être fait, encore une fois, avec beaucoup de douceur et de discrétion. Ça m'est arrivé de voir quelqu'un juste refléter ce que l'enfant pouvait être en train de ressentir. Et moi, j'étais à côté, j'avais eu peur en entendant parce que la maman criait très fort. Et mon amie a juste dit à l'enfant, « Wow, ça fait peur quand on nous crie dessus » ou quelque chose comme ça, tu vois. Et la maman l'a même pas entendu, mais l'enfant, on a senti que, waouh, ça atterrissait. C'était, ah ben finalement, oui, c'est vrai, ça fait peur et c'est légitime d'avoir peur. Et puis peut-être que maman... bon, là, elle a pété un boulon, mais c'est quand même pas normal de me crier dessus comme ça. Plutôt que de défendre constamment le comportement du parent en disant c'est moi qui suis horrible, c'est normal qu'elle me crie dessus, je l'ai pas écouté, je fais que des bêtises, je suis nulle. Peut-être aussi que comment dire, c'est peut-être un stéréotype, hein, je sais pas, mais les hommes et les femmes n'ont pas tout à fait la même place dans l'espace public et notamment vis-à-vis des enfants. Et peut-être que ce dont témoigne Jean-Pierre, c'est aussi, je pense que, je sais pas, il peut y avoir une forme je vois ce genre d'inquiétude que peuvent avoir les enfants quand un adulte étranger, et il me semble plus souvent lorsque ce sont des hommes, viennent et s'adressent à eux. Bon, je pense qu'on est dans une société qui se déconstruit à plein de niveaux, mais effectivement, peut-être ça dépend aussi de l'âge de l'enfant et de la manière dont il peut interagir avec l'extérieur, et je mesure l'écart qu'il peut y avoir effectivement entre la réaction de ton amie Clara, où finalement ça peut être dit en public et reçu par l'enfant, mais pas forcément adressé à l'enfant, qui peut-être préserve davantage. Mais effectivement, c'est compliqué, même on le voit parfois dans les squares et choses comme ça, où les parents sont beaucoup plus au coude à coude et où finalement les possibilités d'intervention sont éventuellement plus facilitées. Les enfants ont tendance parce qu'on les élève aussi un peu comme ça, puis pas forcément à tort, hein, mais bon, ils vont pas forcément vers les adultes qu'ils connaissent pas, quoi. Ouais, en fait, je vais vous parler très franchement. À chaque fois que je viens en France, c'est quotidien. Donc par rapport à la Californie, voilà, tous les jours, dans la rue, dans les magasins, au moins une fois. Donc pour moi, c'est vraiment une question, et puis que je propose qu'on continue d'élaborer ensemble au fil du temps, parce que c'est complexe, mais dans quelle mesure on n'est pas des collaborateurs de cette violence
si on ne fait rien, on ne dit rien. Et c'est pour ça que je dis que parfois, ne serait-ce qu'un regard, mais pas détourner les yeux. Tout à fait. Non, mais tu as raison dans l'absolu, tu as raison. Je pense à ce documentaire qui a été diffusé sur Arte il y a déjà quelques temps, et cette histoire, donc ça se passe en Suède, hein, et donc un enfant reçoit une fessée dans la rue par son père, qui est un monsieur qui était italien, et la police intervient tout de suite, et il se retrouve, voilà, cet homme se retrouve à être en garde à vue, hein. C'est pour montrer un petit peu la différence de situation et l'écart qu'il y a entre ce pays qui a légiféré déjà en 79 et la France, l'état dans lequel nous nous trouvons, où on se... Oui, pardon. Oh, pardon, vas-y. Non, je t'écoute. En cette période de confinement, ce qui revient beaucoup comme question et comme demande de soutien, alors je sais que tu n'aimes pas donner des recettes toutes faites, mais tu auras peut-être quand même des perles à partager, c'est par rapport au conflit entre frères et sœurs qui sont de gros déclencheurs pour les parents. Alors tu me dis que tu as 5 enfants, vous êtes confinés actuellement tous les 7. Oui. Comment, voilà, pour les parents pour qui c'est vraiment très très chaud, des enfants qui n'ont peut-être pas l'habitude de passer tout ce temps ensemble, est-ce que tu aurais quelques pistes ? Alors là, c'est vraiment des choses qu'on essaie d'expérimenter, hein, donc je ne peux pas garantir l'efficacité de la chose. On essaye quand même de prendre du temps avec chacun, parce que je pense que souvent, ça permet de faire descendre la pression. Parfois, leurs conflits sont liés au fait que simplement, ils ont besoin de temps de calme, de veiller à l'espace d'intimité. Alors parfois dans les appartements on en a très très peu, hein, mais ça peut être tout petit, un espace d'intimité, mais c'est vraiment un lieu à soi, un lieu où on peut être sûr qu'on va pas nous déranger. Et ça peut être vraiment un espace extrêmement restreint, mais qui est dédié aux enfants, aux choses comme ça. Après, peut-être, j'ai envie de dire, ne pas tant intervenir que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui interviennent beaucoup et très rapidement dès qu'il y a une voix qui s'élève un petit peu. Alors, je dis pas qu'il faut du tout autoriser les comportements violents, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il y a un certain nombre de conflits qui peuvent se régler. Ils ont les compétences quand même pour régler ces conflits. Et il y a un certain nombre de cas où j'ai le sentiment que finalement, moins intervenir, ça permettait de régler les conflits de manière plus durable. Voilà, juste s'assurer qu'effectivement aucun n'est en situation ni d'être violenté. Mais voilà, bon, il y a des conflits entre frères et sœurs. Ils trouvent quand même des ressources et parfois même ils trouvent des activités ensemble. Moi, j'ai surpris mes enfants en train d'aller faire de la musique ensemble à un moment donné où il n'y avait pas du tout ni de devoir de musique à faire, ni rien. Enfin, il n'y avait aucune contrainte et puis une autre forme d'auto-organisation. Donc, je me dis dans quelle mesure on peut ouvrir les possibles pour que, si ça doit se passer, si ces petits arrangements doivent se passer, qu'ils aient l'opportunité de le faire, parce que malgré la difficulté de la période qu'on vit et puis surtout les inégalités qu'il peut y avoir, hein, Jean-Pierre les a bien soulignées, on a aussi l'opportunité de passer du temps les uns avec les autres. Alors, je suis pas en train de dire c'est formidable, hein, mais c'est comment on peut en tirer parti d'une manière ou d'une autre, et puis comment est-ce qu'on peut trouver des petits moments extraordinaires dans ce quotidien, pas comme les autres, quoi. Voilà, je suis pas sûre que ça aide beaucoup, mais voilà, c'est là où j'en suis à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être confronté à ce type de questions, mais moi, ce qui revient beaucoup depuis que quelques personnes ont entendu que je préparais un projet en lien avec la non-violence éducative, sont des mamans, et souvent des mamans solo, des amies, des mamans d'enfants de 8, 9, 10 ans, voire pré-ados, qui me disent le prochain film, il faudra le faire sur la violence des enfants envers les parents. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que cette non-violence éducative ou familiale, finalement, ce n'est pas juste des parents vers les enfants, mais c'est aussi des enfants vers les parents, qu'il n'y a pas de raison que les enfants insultent les parents. Et puis, évidemment, entre frères et sœurs. Donc, est-ce que vous auriez des choses à dire à ces mamans ? Ah oui, enfin moi je crois d'abord que je dirais que c'est violence des enfants à l'égard de leurs parents, ça dépend de quoi on parle, bien entendu, hein, on est d'accord, parce qu'un enfant peut se mettre en colère contre quelque chose que son parent a fait, par exemple, hein, mais c'est pas de ça dont il est question, j'imagine.
c'est déjà le symptôme de quelque chose qui ne va pas bien, hein, que les enfants soient violents avec eux de manière répétitive, on va dire, ou qu'ils soient violents ou agressifs à l'égard de leurs parents dans les mêmes conditions, c'est déjà le symptôme qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a besoin d'aide. Voilà. C'est difficile de donner une réponse comme ça tout de suite, mais je dirais que c'est demander de l'aide à quelqu'un. Hein. Je crois que c'est vraiment fondamental de ne pas laisser la situation après. Est-ce que c'est de la violence éducative? Je dirais que non. Hein. Voilà. La violence éducative. Sont souvent des parents qui justement ont fait le choix de ne pas punir et qui nous disent, mais alors voilà, ton enfant utilise des injures assez systématiquement quand il est en colère. À partir du moment où justement tu ne vas pas avoir recours à la punition, à la menace, de dire ah ben, tu n'auras pas telle ou telle chose à laquelle tu tiens si tu continues, c'est vrai que c'est plus délicat et c'est surtout évidemment pour des mamans solo. Bon, après, c'est quand même important de dire à son enfant, je n'aime pas quand tu me parles comme ça. Voilà, dans la relation humaine, de manière simple, et d'avoir ce dialogue avec lui et de pouvoir lui demander bah, qu'est-ce qui se passe, hein. Il y a quand même quelque chose d'assez élémentaire à ce niveau-là. Il ne s'agit pas de tout supporter, bien entendu. C'est évident, c'est important de montrer aussi aux enfants sa sensibilité, ses propres besoins, ses propres limites aussi. Mais là pour quelque chose qui serait habituel dans une famille, je crois que là, il y a besoin d'un tiers, enfin de demander de l'aide. Hein. Béatrice, est-ce que tu étais confrontée à ça? En fait, j'entends souvent que pour des parents qui justement essayent d'être dans quelque chose de plus conscient que ce qu'ils ont reçu, après voilà, quels que soient les termes qu'on aime utiliser, positifs, bienveillants, créatifs, c'est finalement, on arrive assez facilement à un écueil dans lequel en fait on accepte des choses qu'on n'accepterait pas justement d'un adulte, d'un ami. Et on aurait dit stop avec un adulte beaucoup plus facilement parce que c'était un clair manque de respect. Et sous prétexte de vouloir donner de l'espace à l'enfant d'explorer, d'être lui-même, d'être libre, finalement, on a beaucoup plus de mal à mettre une limite de respect. Alors, dans un premier temps, on peut dire que c'est pas tout à fait anormal qu'on accepte plus de choses de la part de ses enfants que d'un ami, de par une forme d'asymétrie. C'est ce que je parlais un petit peu au début. Certes, il y a une relation d'interdépendance. L'enfant, donc c'est un peu normal que, comme on prend soin, finalement, on n'ait pas mis tout à fait nos barrières de la même manière. Ça, c'est un premier point qui doit pas du tout conduire à nier ses besoins, mais à dire effectivement, je suis pas dans une relation, je suis pas sur un pied d'égalité de ce point de vue-là, j'ai des responsabilités vis-à-vis de mon enfant, donc je vais suspendre en quelque sorte un petit peu certaines exigences, pas parce que voilà. Après, ça revient aussi un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, je pense que les parents sont pas très bien habitués à s'interroger sur leurs limites, à s'interroger sur leurs besoins. C'est considéré comme quelque chose d'assez indécent parce que c'est considéré comme quelque chose qui va aller en concurrence avec la prise en compte des besoins de l'enfant. Or, je pense que c'est pas du tout le cas. C'est pas forcément les besoins de l'un contre les besoins des autres. Et du coup, cette éducation non violente ou qui est attentive à la non-violence éducative, elle passe peut-être pas le cadre de, en fait, j'instaure la non-violence comme une valeur dans ma famille. C'est pas simplement que moi, en tant que parent, je décide de ne pas y avoir recours, mais c'est qu'en fait, c'est une valeur dans ma famille. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui va régir nos interactions, les tiennes, enfin celles des enfants vis-à-vis des adultes, celles des enfants entre eux, celles évidemment des parents vis-à-vis des enfants. Et dès lors que ça devient une valeur familiale, c'est pour ça que je vous disais qu'on est obligé de penser cette transformation sociale, pas que en direction des enfants, mais envers les parents aussi, envers les éducateurs aussi, envers les personnes âgées, les personnes vulnérables, etc. Parce que c'est à cette condition-là que ça va être solide en fait.
en quelque sorte. Et c'est pour ça que moi, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre pour dire que non, on n'a pas du tout à accepter d'être insulté par son enfant. Non, il faut dire que ça ne nous convient pas, que c'est pas possible, que c'est pas des modes de communication normales, qu'on peut entendre la colère, mais que les insultes et a fortiori les manifestations violentes, ce n'est pas admissible, c'est pas acceptable. Et je pense que c'est très important, et encore une fois, que les parents dépassent cette idée qu'il serait indécent de fixer leurs propres limites. Alors pas les limites dans le sens donnez-lui des limites, etc. Mais non, les limites de ce que eux acceptent, de ce que avec eux ils se sentent confortables. Parce que dès lors qu'on va sur un terrain sur lequel on n'est pas confort, on peut pas être un bon éducateur, on peut pas être pertinent. Si on n'est pas confort avec certains trucs, il faut pouvoir dire non, là moi je vais pas jusque là en fait. Mais la question qui revient, Béatrice, c'est justement oui, mais si vous ne punissez pas, tu dis ça ne me convient pas, ce n'est pas acceptable, et après quand ça se reproduit et encore et encore. Mais parce que en fait, on peut prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire de la même manière que on va dire, je vais pas demander à mon enfant d'aller dans sa chambre, par exemple, parce que je considère que le punir dans sa chambre, ça peut être une forme de violence éducative. Par contre, moi, j'ai le droit de m'isoler. C'est pour ça que tout à l'heure, je donnais cet exemple personnel. Moi, j'ai besoin de calme. Moi, j'ai besoin que ça s'arrête. Donc, en fait, je vais aller m'isoler. Et ça, l'enfant est peut-être pas content, mais à un moment donné, son parent a besoin, et c'est comme ça, c'est tout. Et c'est normal que, alors, je parle pas encore d'une situation de détresse et d'abandon, hein, mais simplement voilà, tout va bien, mais moi j'ai besoin d'avoir mon calme, donc je le prends par moi-même. En prévenant, et justement, c'est pas de l'abandon parce que tu as posé le cadre. Voilà, parce qu'on a posé le cadre, et encore une fois, on ne va pas réagir de la même manière si en face de soi, on a un enfant qui est en situation de détresse et qui se met à taper et crier parce qu'on voit bien qu'il va très mal. Là, encore une fois, on va être dans la situation que je décrivais au départ. Moi, je suis le parent, j'ai une responsabilité, donc je suspends effectivement mes exigences parce que là, mon enfant, il a besoin d'aide. Si on sent que globalement, ça va, mais qu'il se permet de parler mal, d'abord, ça nécessite quand même d'être questionné, comment on est arrivé là, et puis on a le droit aussi de mettre ces barrières, de non, moi je me retire de cette conversation parce que ça ne me convient pas. En tout cas, moi je considère que c'est légitime, et que après ça doit être débriefé. Pourquoi est-ce que c'est passé comme ça? Comment est-ce qu'on pourrait faire avancer les choses? Mais qu'en aucun cas un parent doit laisser s'installer, mais c'est aussi ce qu'a dit Jean-Pierre Thiellan, des violences qui lui seraient adressées. Voilà, peut-être que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de l'enfant, et dans ce cas-là, ça nécessite une intervention autre, mais c'est pas acceptable dans tous les cas. Voilà, donc pour être sûr que ça ne peut pas être mal interprété, quand tu disais que c'est normal d'accepter plus de son enfant qu'on accepterait d'un adulte, tu ne parlais en aucun cas d'accepter un manque de respect de son enfant. Ça dépend ce qu'on entend par manque de respect. Hein. Moi, j'ai vu non, mais là, parents... je parlais des injures. Là, je parlais des injures ou voilà. Oui, je pense que ça doit être une violence, quelle qu'elle soit. Oui, je pense que il faut pouvoir le pointer. Et là, on n'est pas dans la punition, mais de dire non, je ne le laisse pas passer. C'est pas un mot qui est anodin. Moi, je ne te parle pas comme ça. Je ne veux pas que tu me parles comme ça. Ça me blesse. On a le droit de parler de ses sentiments. Hein, on est aussi des êtres humains, et on essaie de les éduquer à l'empathie. Donc, ça me paraît normal aussi, alors sans être non plus dans l'excès, mais de pouvoir. C'est comme ça qu'on arrive à tisser une relation qui a du sens aussi. Je dois pas considérer que moi je suis un punching ball et que je peux tout recevoir. Alors certes, il y a des fois, le parent y reçoit parce que c'est lui qui accueille. Et donc oui, c'est pour ça que je dis on est plus exposé, et c'est normal. Mais pour autant, il y a un moment donné où c'est important de pouvoir en parler avec son enfant et poser ses propres limites si besoin. Oui. J'écoutais Béatrice et je me disais, mais deux choses. Ça peut être la manifestation d'une souffrance de se montrer agressif avec son parent. Hein. Et le fait de lui dire justement, de lui dire, non, je ne veux pas que tu me parles comme ça ne me va pas, c'est aussi une parole qui rassure, hein, qui donne un cadre. Et dans ce cas-là, le cadre, il est rassurant pour l'enfant. C'est ça. Exactement. Il ne faut pas en rester là, mais en même temps, c'est important de lui proposer, de lui offrir ce cadre justement de réassurance, et dialoguer ensuite pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais je trouve que c'est très juste ce que Béatrice a dit. Ok, le livre que tu conseillerais, Jean-Pierre, s'il n'y avait qu'un livre, est-ce que ce serait, c'est pour ton bien, des parents qui partent vivre pour tout le reste de leur parentalité sur une île déserte et ne prennent qu'un livre ou un film?
Alors, je crois que le livre, ce serait Le drame de l'enfant doué de Alice Miller. Voilà. D'accord. Pourquoi celui-là plutôt que C'est pour ton bien? Parce que ce livre explique très clairement et de manière très sensible les efforts qu'un enfant peut faire pour s'adapter comment dire, aux limites émotionnelles de son parent. C'est-à-dire tout ce qu'il va déployer comme énergie, comme effort pour être accepté de ses parents et ce qu'il va y laisser de sa propre authenticité. Hein, voilà. Je trouve que là, c'est vraiment un livre qui nous montre bien ce processus hein, de l'enfant qui doué. Donc le drame de l'enfant doué, il est doué parce qu'il est en capacité de percevoir exactement à la fois les détresses, les manques, les limites de ses parents et de s'y adapter si on lui demande de s'y adapter. Voilà. C'est le drame de l'enfant doué. Je trouve que c'est un beau livre. Merci. Et toi, Béatrice, quel livre? Alors, j'étais en train de réfléchir parce que alors moi, choisir un livre, c'est un petit peu la pire chose qu'on puisse me demander au monde, d'en choisir un seul. C'est vraiment parce que justement, moi, je trouve que les livres, ça dialogue en fait ensemble et que ça ouvre. Alors, je sais pas. Alors, du coup, comme j'en ai parlé au début, j'ai peut-être ça en tête, notamment sur la question de la place de l'enfant dans la société. Moi, j'aime beaucoup les écrits de Janusz Korczak, vraiment, parce que je trouve qu'ils sont anciens, vraiment. On est au début du XXe siècle. On n'imagine pas à quel point ça a pu être avant-gardiste. Et ça permet aux parents de se remettre un petit peu dans l'enfant qu'ils ont été, de se souvenir qu'être enfant, c'est quand même pas avoir beaucoup de capacité d'action sur sa vie. Et justement, ça peut inviter à ouvrir les possibles dans sa manière d'interagir avec l'enfant et déconstruire tout ce que la société peut nous apporter comme injonction aussi d'être l'adulte qui tient les rênes, qui décide, qui choisit pour dire bah non, en fait, moi, j'ai envie de construire autre chose, plus axé vers la coopération, axé vers l'écoute. Et voilà, c'est peut-être un livre qui invite à changer un peu le monde tel qu'il est. Donc, voilà, c'est peut-être ça que je conseillerais. Et puis, bien sûr, tes 2 livres. Merci beaucoup à vous, vraiment, pour ces partages précieux. Surtout, ne vous arrêtez pas. Grand merci. Merci à toi. Merci.